Bonjour à tous! Vous le savez peut-être ou pas, mais le 9 juin, la Banque Centrale Européenne a annoncé sa hausse des taux directeurs. C'est un événement historique, ça fait 10 ans que ce n'est pas arrivé. Et comme c'est historique, je voulais vous en parler. Parce que je me suis dit que pas tout le monde comprenait l'impact en fait de cette hausse des taux. L'impact pour la France, mais aussi l'impact tout simplement sur vos vies. Ainsi, cette vidéo sera pour des personnes qui s'y connaissent en économie, mais peut-être qui ont besoin d'un peu plus de précision, ou alors des personnes qui sont totalement novices, qui n'y connaissent rien du tout en économie et qui veulent juste comprendre ce que signifie quand on dit qu'on augmente les taux directeurs. Donc si vous vous sentez concerné, c'est parti. Je vais juste commencer par remettre un petit peu le contexte. Donc nous sortons des confinements, l'activité économique reprend et surtout la consommation, la demande reprend. D'accord ? Donc on reprend notre mode de vie et les agents économiques recommencent à consommer comme avant suite à une période de ralentissement assez forte. Les entreprises n'étaient pas spécialement préparées à une reprise en fait si dynamique, on va dire. Donc elles se retrouvent très rapidement à devoir remettre en fonction leur appareil productif, donc des pénuries arrivent très rapidement et donc pour faire face à ça, notamment par exemple dans les matières premières ou le secteur de l'énergie, on augmente les prix. À ce moment-là, donc juste avant la crise ukrainienne, la Banque centrale avait fait quelques estimations pour voir les niveaux d'inflation sur le moyen terme, c'est-à-dire sous 2-3 ans. Et elle avait vu que cette inflation, donc suite à ce décalage entre la demande forte et l'offre qui a du mal à reprendre, que cette inflation serait, comme on dit, transitoire, c'est-à-dire qu'elle serait totalement temporaire. Donc avec le temps, elle se résorberait. Sauf que c'était sans compter la crise ukrainienne qui a aggravé ce phénomène en augmentant davantage le prix des matières premières et alimentant d'autant plus ce phénomène d'inflation. Donc la Banque centrale a refait des estimations pour les 2-3 ans à venir et a vu que cette inflation n'était plus temporaire, n'était plus transitoire, mais elle allait bel et bien rester. Or, l'inflation, c'est l'objectif numéro 1 de la Banque centrale. C'est son mandat. Elle se doit de garder l'inflation à 2%. Et là, on était plutôt sur des niveaux à 8%, ce qui est vraiment énorme et ce n'était pas près de se calmer. Donc, la Banque centrale a pris la décision d'intervenir en augmentant ses taux directeurs. Donc, déjà, pour vous expliquer un peu le principe des taux directeurs, je vais commencer par un exemple. Nous allons au cours de cette vidéo suivre l'exemple de Pierre pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe en fait pour vous. Pierre, c'est vous, voilà. Donc, prenons l'exemple de Pierre. Pierre est un agent économique comme vous et moi qui souhaite emprunter de l'argent. Il souhaite emprunter 1 000 € auprès de sa banque, donc il va voir sa banque et lui demande 1 000 €. Sa banque lui dit « Très bien, j'accepte de vous prêter 1 000 € en échange que vous me remboursiez 1 000 € plus 100 €. C'est 100 € représente le taux d'intérêt, donc en fait c'est le coût de la banque de prêter à Pierre et c'est en fait l'argent qu'elle n'a pas immédiatement et qu'elle donne à Pierre. Donc Pierre remboursera 1 000 plus 100 €. Pierre est d'accord, donc la banque commerciale inscrit à son bilan le prêt, donc de 1 000 € et Pierre étant client de cette banque va déposer ces 1 000 € sur son compte courant. Donc on a 1 000 € en dépôt donc sur le compte courant de Pierre et 1 000 € à l'actif de la banque commerciale. Sauf que la boulangerie à côté de chez Pierre accepte seulement les espèces. La machine de carte bancaire est cassée. Donc ce qui se passe, c'est que Pierre va devoir retirer de l'argent en espèces, donc aller au distributeur et retirer de l'argent. Et pour que Pierre puisse retirer de l'argent à ce distributeur, il faut que sa banque ait cet argent en réserve. Donc si Pierre veut retirer 100 €, il faut que la banque ait 100 € en réserve. Sauf que souvent, ce qui peut se passer, c'est que cette banque n'a pas 100 € en réserve et donc elle est bloquée parce que si Pierre veut retirer 100 €, mais que la banque n'a pas 100 € en réserve, donc c'est-à-dire que Pierre ne peut pas retirer cet argent, la banque échoue dans son objectif d'accorder de la liquidité aux agents à n'importe quel moment. Donc la Banque centrale se doit à tout prix d'avoir ces 100 € en réserve pour que Pierre puisse acheter ses baguettes de pain. La banque va aller demander à la Banque centrale
si elle peut lui emprunter des réserves et la banque centrale va lui dire très bien je te prête des réserves en échange d'un taux d'intérêt, par exemple 5 euros, donc 5% de taux d'intérêt, et ainsi la banque commerciale, donc la banque de Pierre, peut permettre de faire face au retrait d'argent de Pierre. Donc, dans ce mécanisme que je viens de citer, les taux d'intérêt sont apparus deux fois. Une première fois quand la banque commerciale, donc la banque de Pierre, a emprunté à la banque centrale des réserves. Quand il y a cet emprunt, la banque commerciale se doit de rembourser à la banque centrale les réserves, donc 100 euros plus un intérêt 5 euros. Et les taux d'intérêt sont aussi apparus quand Pierre a emprunté de l'argent à sa banque. Ça, c'est les moments où les taux d'intérêt sont intervenus. Et reprenons en fait la situation économique d'il y a quelques mois, c'est-à-dire où les taux d'intérêt étaient proches de zéro. Ça signifie que lorsque la banque commerciale souhaitait obtenir des liquidités, donc des réserves auprès de la banque centrale pour faire face au retrait, il était très facile d'emprunter puisque les taux d'intérêt étaient très faibles. Donc pour la banque commerciale, elle pouvait emprunter très facilement et donc rembourser très facilement ses réserves empruntées. Et aussi, ça veut dire qu'elle pouvait peut-être proposer à Pierre des taux beaucoup plus faibles. Comme c'est plus facile de faire face à n'importe quel type de retrait, elle va dire « Ok, donc Pierre, c'est facile pour moi de me financer dans tous les cas, donc tu peux emprunter peut-être à un taux d'intérêt plus faible. » Donc jusqu'à présent, c'est ce qui se passait. C'était facile pour Pierre d'emprunter, les taux d'intérêt étaient plutôt faibles, proches de zéro, et c'était facile pour la banque commerciale aussi d'obtenir des financements auprès de la banque centrale. Donc là, j'ai mentionné deux taux directeurs jusqu'à présent, le taux de refinancement et le taux marginal. Alors, juste pour être clair, ce sont les taux qui en fait apparaissent quand la banque commerciale emprunte des réserves auprès de la banque centrale, mais la différence entre les deux va être le temps de remboursement. Pour le taux de refinancement, donc qui est en fait le taux principal, la banque commerciale emprunte auprès de la banque centrale, mais peut rembourser sous quelques semaines. Alors que dans le cas du taux marginal, la banque commerciale emprunte auprès de la banque centrale, mais doit rembourser sous quelques jours, donc ce taux sera forcément plus élevé. Et jusqu'à présent, ces taux étaient très faibles. Donc ça veut dire que c'était facile d'accorder des prêts et donc il y avait, on dit, une forte création monétaire puisque la création monétaire était alimentée par les prêts, ce qui permettait aux agents d'emprunter facilement et donc de consommer et d'investir facilement. Dernière chose que je voulais mentionner avant de passer à la suite, c'est qu'il y a un autre taux qui est très important, c'est le taux de rémunération des dépôts. On a vu le cas où la banque commerciale n'avait pas assez de réserves pour permettre de faire face au retrait de Pierre. Mais il peut y avoir aussi l'autre cas, c'est-à-dire le cas où la banque commerciale a largement assez de réserves. Sauf que les réserves de la banque commerciale ne lui rapportent strictement rien. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est déposer ses réserves sur son compte à la banque centrale. Donc, si elle a besoin que de 100 euros et qu'elle a 150, elle va déposer 50 à la banque centrale et la banque centrale lui rémunère un taux d'intérêt. Et c'est comme en fait quand nous on dépose de l'argent sur un compte épargne, c'est la même chose. Sauf que quand le taux d'intérêt est très faible, ça veut dire que la banque commerciale, quand elle dépose son argent à la banque centrale, elle gagne presque rien. Donc elle a presque intérêt à garder cet argent en plus pour pouvoir accorder plus de prêts. Et donc pareil, plus le taux est faible, plus la banque centrale incitera les banques commerciales, donc les banques normales comme la banque de Pierre, à accorder des prêts au lieu de déposer cet argent sur son compte à la banque centrale. Maintenant, ce qui s'est passé, en fait, c'est l'inverse. Donc, la banque centrale a augmenté ses taux. Ça veut dire que c'est maintenant plus intéressant pour la banque commerciale de déposer de l'argent sur son compte à la banque centrale. Ainsi, elle obtiendra une rémunération plus élevée parce que vraiment, il ne faut jamais oublier, une banque, c'est comme une entreprise. Elle est à la recherche du profit, de gagner un maximum d'argent. Certes, elle fait sa fonction de vous donner de l'argent, sa fonction dans la création monétaire, mais son but principal, il faut penser comme une entreprise. Si les taux d'intérêt remontent, elle aura plus intérêt à déposer de l'argent sur son compte à la banque centrale et moins à garder de l'argent en réserve pour accorder peut-être plus de prêts. Aussi, ce sera plus difficile pour la banque commerciale si jamais elle n'a pas assez de réserves d'emprunter auprès de la banque centrale puisqu'elle devra rembourser plus d'argent, d'accord? Et donc, elle va forcément répercuter cette hausse des taux d'intérêt sur Pierre qui, quand il empruntera 6 000 euros, peut-être devra rembourser encore plus et donc c'est possible que ça dissuade
Pierre à emprunter. Et là, ce qui se passe, c'est qu'au contraire, au lieu d'accorder plein de prêts, on restreint l'offre de prêts, on restreint la quantité de monnaie en circulation et donc forcément la demande, la consommation, l'investissement. Et ainsi, on compte comme ça, en baissant la demande, faire baisser les prix. D'accord ? Pour qu'il y ait moins en fait, de tension pour les producteurs, qu'ils aient moins cette obligation de produire plus alors qu'ils n'ont pas forcément la possibilité, ce qui fait qu'au final ils augmentent les prix. Là, s'il y a moins de demandes, il y aura moins de demandes pour eux et ainsi ils pourront juste produire normalement et ne pas augmenter les prix. Donc ça, c'est la première partie de cette hausse des taux, mais cette politique monétaire, cette nouvelle politique monétaire ne s'arrête pas là parce que la Banque centrale a supprimé l'APP, l'Asset Purchase Programme, qui est cette fois-ci un programme d'assouplissement quantitatif, donc de politique monétaire non conventionnelle. Mais pareil, je vais vous expliquer avec l'exemple de Pierre et vous allez tout comprendre. Donc cette fois-ci, prenons l'exemple de Pierre, encore une fois, et de son ami Jacques, son nouvel ami. Donc Pierre et Jacques souhaitent emprunter chacun 100 € auprès d'une banque. Et la banque dit très bien, elle accepte de prêter 100 € en échange d'un intérêt comme d'habitude, mais là pour le coup c'est pas très important. Donc la banque commerciale prête 100 € à Jacques et 100 € à Pierre. Et ces deux personnes, donc Jacques et Pierre, sont clients de la banque commerciale. Donc ils vont déposer ces 200 € dans leur compte respectif dans cette banque. Et donc les dépôts vont augmenter aussi de 200 €, donc 200 € chacun. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ces prêts, dans l'immédiat, ne rapportent rien à la banque. C'est l'argent qu'elle a prêté, mais ça ne lui rapporte immédiatement pas plus que ça. Donc ce qu'elle va faire, elle va faire une petite opération magique. Elle va regrouper les prêts de Pierre et de Jacques et former une sorte de produit financier qui va contenir ces deux prêts. Je sais que c'est un peu bizarre, mais elle peut le faire. Et ensuite, l'étape suivante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va casser ce produit financier en 4 par exemple. Donc en A, en B, en C, en D. Et en fait, chaque partie va représenter des titres. Donc je répète, elle a des prêts, elle va les regrouper et casser ces prêts pour former des titres. Et ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vendre ces titres à des investisseurs. Et l'investisseur en question dans l'Asset Purchase Programme, donc le programme d'achat d'actifs, ça va être la Banque centrale. La Banque centrale va acheter les titres, par exemple le titre A, B, C ou D, peu importe, ou même plusieurs, va acheter des titres à la banque. Ainsi, la banque va avoir plus d'argent puisqu'on lui achète quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent? Elle va pouvoir encore accorder des prêts qu'elle va encore fusionner pour accorder encore plus de titres qui seront achetés encore par la Banque centrale, etc., etc., etc. Donc en fait, en achetant les titres, on appelle ça des titres adossés à des actifs, donc des titres en fait qui sont des parties de prêts regroupés, la Banque centrale permet aux banques commerciales d'avoir plus de liquidités et d'accorder plus de prêts et ainsi en fait pareil d'augmenter la quantité de monnaie en circulation dans l'économie et du coup que Pierre et Jacques puissent avoir leurs prêts mais pas que, peut-être d'autres personnes puissent aussi avoir des prêts et ainsi consommer, investir, etc. etc. Et là, ce programme va s'arrêter. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme, bien plus que juste le fait d'acheter, c'est vraiment un signal. Quand la Banque centrale achète des titres auprès des banques commerciales, c'est un signal comme quoi elle veut maintenir ses taux d'intérêt bas, comme quoi elle veut maintenir des niveaux de liquidité assez élevés et donc accorder plus de prêts. On est toujours en ces phénomènes d'accord en fait d'avoir des prêts et de la monnaie assez facilement. Et là, quand elle arrête ce programme, elle envoie un signal au marché disant qu'elle n'accordera pas plus de liquidité aux banques par cet intermédiaire-là pour accorder plus de prêts et donc pareil, elle va limiter ses prêts. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'est passé et c'est presque en fait plus important au final que la hausse des taux d'intérêt parce que là, il y a vraiment une fonction aussi de signal au marché. Donc je note juste que j'ai vraiment simplifié ce mécanisme et c'est vraiment pour que vous compreniez bien. Évidemment, il y a quelques subtilités. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ma vidéo sur les politiques monétaires non conventionnelles. Je détaille absolument tout.
Donc, dans le même genre, il y a aussi le PEPP qui est en fait la même chose que l'APP, donc le programme d'achat d'actifs, mais version Covid, qui lui par contre va continuer et va permettre en fait de maintenir une sorte de flexibilité pour pas qu'il n'y ait plus aucun prêt qui soit accordé, pour pas qu'il n'y ait plus du tout de monnaie en circulation et pour pas que les agences soient totalement démunis face à cette hausse des taux. Il faut quand même soutenir un minimum les liquidités et donc ce programme d'achat d'actifs mais version pandémie, version Covid, va toujours fonctionner normalement. Enfin, dernier volet de cette nouvelle politique, on a la fin de ce qu'on appelle les LTRO. Alors, c'est des prêts de long terme. Le principe est d'accorder des prêts aux banques commerciales pour la banque centrale, mais de long terme, c'est-à-dire que la banque commerciale va demander des réserves à la banque centrale, mais va pouvoir la rembourser sous 3-4 ans, donc sous beaucoup plus long, pourvu que la banque commerciale accorde des prêts. Si la banque commerciale n'accorde pas des prêts, elle n'est pas éligible à ce programme. Et là, les taux vraiment d'intérêt sont négatifs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour une vidéo sur les taux négatifs, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire là-dessus. Ce programme va prendre fin le 23 juin, ça veut dire qu'il n'y aura plus de possibilités pour les banques d'emprunter auprès de la Banque centrale sur le long terme, c'est-à-dire d'emprunter pour rembourser sous 3-4 ans. Par contre, ceux qui ont emprunté au début de ce programme, donc en 2020, vont continuer leur remboursement, vont toujours pouvoir rembourser après la fin officielle de ce programme. C'est juste qu'il n'y aura pas de nouveaux prêts accordés. Donc voilà pour tous ces mécanismes de politique monétaire. Donc il y a en fait plus que la hausse des taux comme vous pouvez le voir et je comprends que ça peut être très difficile à comprendre. Là je vais faire quelques commentaires. Donc déjà vous voyez vraiment la volonté de la Banque centrale à réduire les prêts. Donc ça va être ça, cet impact en fait dans votre vie, la réduction des prêts pour pouvoir réduire la demande et donc l'inflation. Donc ça c'est la première chose, en fait si vous voulez la seule chose à retenir de cette période. Moi, je vois quand même quelque chose de positif dans cette hausse des taux, même si évidemment pour vous, enfin même pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais le positif, c'est quand même qu'on va sortir de cette période de taux d'intérêt à zéro ou presque, voire négatif en fait, qui sont des taux quand même non conventionnels et qui ne sont pas censés être, c'est pas ce que je veux dire, mais que s'il dure trop, ça peut être négatif pour la politique monétaire. Ça va permettre de sortir de cette période un peu piégeuse et donc de sortir potentiellement de la trappe à liquidité dont j'ai fait une vidéo si vous voulez la voir. Là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais ça permet de revenir à des taux beaucoup plus normaux, si on peut le dire. D'ailleurs, on parle beaucoup de normalisation de la politique monétaire parce que jusqu'à présent, on est dans des taux zéro, voire négatifs. Le taux du LTRO, du taux de long terme, il est à moins 1%. Voilà, ce qui est vraiment assez faible. Le taux de rémunération des dépôts, il est à moins 0,5. Donc pour ça, on revient un peu à la normale. Ensuite, deuxième chose, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cette hausse des taux a provoqué une panique. Cette annonce de la hausse des taux a provoqué vraiment une réelle panique sur les marchés financiers parce que ça a mis en lumière que certains pays pouvaient avoir des difficultés à rembourser par rapport à d'autres. Donc si les taux augmentent, ils augmentent pour toute l'Europe, sauf qu'en fait tous les pays d'Europe n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes aussi réputations pour rembourser leurs dettes. Ainsi, sur les marchés financiers, qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, plus personne ne voulait la dette italienne, donc les taux d'intérêt des dettes italiennes ont commencé à augmenter, ce qui fait que si les Italiens voulaient emprunter pour permettre de rembourser leurs dettes, notamment l'État italien, ils auraient dû rembourser à des taux très élevés puisque le risque, en fait, comme personne ne voulait des obligations italiennes, ce qui s'est passé, c'est que le risque de ces obligations a augmenté, si vous voulez, donc le taux d'intérêt a augmenté et au contraire, en parallèle, l'Allemagne, elle, est considérée comme un pays qui va toujours rembourser, donc avec peu de risques, et ses taux n'ont pas bougé, voire baissé. Et ainsi, l'écart entre les taux allemands et italiens ont fortement augmenté et ça veut aussi dire, parce que ne croyez pas que c'est que pour l'État, ça se répercuterait potentiellement aussi sur nous, sur la capacité en fait pour nous à nous financer et sur nos taux d'intérêt qu'on verrait tous les jours dans les banques. Et donc cet écart entre les deux taux, la Banque centrale l'a vu comme une possibilité que la politique monétaire ne se transmette pas de la même façon dans les différents pays
d'Europe et donc elle a dit qu'elle allait mettre en place un outil d'antifragmentation pour éviter en fait ces mouvements assez impressionnants, notamment par exemple de rejet de la dette italienne par rapport à la dette allemande qui est considérée comme plus sûre. Et elle a dit qu'elle allait utiliser en réalité le PEPP, donc ce plan d'achat d'actifs mais de la pandémie, pour pouvoir acheter des obligations. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement des titres adossés à des actifs, ça peut être d'autres types de titres, donc comme par exemple des obligations, et qu'elle peut acheter des obligations. Et comme ça, si la Banque centrale achète des obligations italiennes, on sait que c'est plus sécurisant, donc les gens ne vont pas hésiter à vouloir acheter des obligations italiennes, puisque au pire des cas, ils peuvent vendre à la Banque centrale. Donc ça, c'est un premier truc. Mais quand même, bon, là c'est peut-être un peu mesuré, mais le positif de cette panique sur les marchés, ça montre à quel point la Banque centrale est crédible et à quel point on y croit en sa capacité à faire baisser l'inflation et à ramener l'inflation à proche de 2% en fait. Et une banque centrale crédible, vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour qu'une économie fonctionne bien. Quand la banque centrale n'est pas crédible, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en sa capacité à augmenter les taux et que ça ait un effet sur l'économie, en effet, ça ne va avoir aucun effet et là, on est bloqué. Alors que là, la Banque centrale a annoncé, elle n'avait pas augmenté les taux parce qu'en fait, elle va les augmenter en juillet, puis après encore un peu en septembre, etc., etc. Elle a à peine annoncé que ça a été déjà la panique sur les marchés et ça montre à quel point elle est crédible. Et ça, faut pas négliger que ça, c'est vraiment un atout assez important pour la politique monétaire et l'économie en général. Donc voilà pour cette vidéo sur cette nouvelle politique monétaire qui est annoncée avec donc une hausse des taux, une fin des taux de long terme, la fin de programmes d'achat d'actifs, donc en fait une nouvelle ère pour la politique monétaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.